Salam wa rahmatullah, bienvenue sur cette première partie sur les principes de routage. Bien sûr, il y aura d'autres parties qui vont suivre. À travers cette partie, on va essayer donc de répondre à un ensemble de questions concernant essentiellement pourquoi bien sûr un routeur, ça veut dire pourquoi utiliser un routeur, quel est le rôle du routeur dans un réseau, comment identifier les routes qui existent dans une table de routage, quel type de routes doivent exister, et finalement comment est prise la décision du routage. Et pour bien présenter un petit peu la chose, d'accord, on va utiliser une sorte de schéma ici pour bien comprendre. Donc, en principe, un routeur possède plusieurs interfaces et par conséquent, il appartient à différents réseaux IP. Et lorsqu'il reçoit un paquet donné, d'accord, un paquet qui est destiné à un node, par exemple le paquet ici, la comme adresse de destination 10.0.0.10, et bien le routeur se pose la question, par où je vais transmettre ce paquet? Est-ce que ça serait à travers cette interface-là, celle-là ou celle-là? Donc, le rôle du routeur en quelque sorte, c'est d'acheminer le paquet, un paquet qui est reçu sur une interface, il doit l'acheminer vers une autre interface pour que le paquet atteigne sa destination. Tout en parlant donc des interfaces, il faut savoir une chose, lorsqu'on a un routeur, il a plusieurs interfaces, donc ces interfaces sont distinguées entre ce qu'on appelle les interfaces LAN, ce sont les interfaces qui permettent de connecter le routeur à des réseaux locaux, ou bien les interfaces WAN, ce sont des interfaces qui permettent de connecter le routeur à des réseaux étendus, à des réseaux longue distance. Chaque interface, bien sûr, est identifiée par un nom selon bien sûr son type. Sur certains routeurs, on a les interfaces Fast Ethernet, qui sont des interfaces LAN qui fonctionnent à 100 Mbps par seconde, les interfaces Gigabit Ethernet qui fonctionnent à 1 Gigabit par seconde, les interfaces WAN, généralement ce sont des interfaces série, et il y a d'autres types d'interfaces qu'on peut rencontrer, selon bien sûr la connexion qui nous connecte vers le fournisseur d'accès. Ici par exemple on a deux interfaces LAN, à savoir le GEGA 0/0 et le GEGA 0/1. Le 0/0 et le 0/1, c'est une manière pour identifier les différentes interfaces selon le remplacement sur le routeur. Par contre, ce que vous voyez ici, ce sont des interfaces plutôt ce sont des ports de gestion. On ne parle pas d'interface, mais plutôt ce sont des ports de gestion. Il y a le port console, le port auxiliaire, il y a un port console qui permet de gérer le routeur en utilisant une connexion USB, un câble USB. Voilà. Donc, par rapport à notre exemple ici, le routeur R2, il a trois interfaces. Chaque interface est connectée et configurée avec une adresse IP donnée. Et par conséquent, il a trois réseaux différents sur lesquels il est connecté. Vous voyez ici, le giga 0/0/0, le serial 0/1/0 et le serial 0/1/1. Donc, le routeur, en principe, à la réception du paquet, doit décider par où transmettre ce paquet. Pour prendre cette décision, le routeur doit se baser sur deux choses essentielles, deux points essentiels sur lesquels se base le routeur pour prendre sa décision de routage. En effet, il utilise ce qu'on appelle une table de routage. Il utilise une table de routage. C'est une table dans laquelle sont stockées les informations nécessaires sur l'ensemble des routes disponibles, sur l'ensemble des routes et des réseaux qu'il peut atteindre. Donc, il se base sur cette table de routage et pour prendre la décision, il se base aussi sur quoi? Sur l'adresse IP de destination de paquet. Donc, une information qui est bien sûr présente parmi les informations, parmi les champs de l'entête IP, que ce soit IPv4, IPv6. Donc, il se base sur l'adresse IP de destination pour décider
comment il va envoyer ce paquet, sur quelle interface de sortie il va envoyer sur ce paquet. Par exemple, est-ce qu'il va l'envoyer à travers le giga 0/0/0, à travers le serial 0/1/0, ou bien à travers le serial 0/1/. Donc la décision de routage est basée sur ces deux éléments-là, ces deux points-là, qui sont l'adresse IP de destination et la table de routage. Alors, comment est structurée la table de routage d'un routeur? Première chose, il faut comprendre une chose. Lorsqu'on parle de la table de routage et des routes qui existent dans la table de routage, on distingue entre deux types de routes. On distingue entre ce qu'on appelle des routes directement connectées et ce qu'on appelle les routes distantes. Pour ce qui est des routes directement connectées, ce sont des routes pour lesquelles le routeur possède une interface connectée à son réseau. Donc, un routeur, il a des interfaces connectées qui sont actives, bien sûr, qui sont configurées avec une adresse IP, et par conséquent, les réseaux auxquels appartiennent ces interfaces sont dits comme étant quoi? Comme étant des réseaux directement connectés ou bien des routes directement connectées. Donc, là ici, pour le routeur R2, il a trois interfaces qui sont actives, auxquelles on a configuré, on a affecté des adresses IP. Cela dit qu'il a trois réseaux directement connectés. Je parle de réseau. Alors, comment calculer, bien sûr, la base réseau sur la base de l'adresse IP. Ou bien comment le routeur il fait ça en interne. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les réseaux directement connectés. Par contre, il existe sûrement d'autres routeurs. Et là, je vais rétrécir cette partie-là pour avoir une vue complète de la chose. Donc, vous voyez que il existe d'autres routeurs, pardon, d'autres routes, d'autres réseaux. Mais pour le routeur R2, il n'a pas d'interface qui est connectée directement à ces réseaux-là. Si je prends par exemple ce réseau-là, est-ce que le routeur R2 a une interface connectée à ce réseau-là? En effet, non. La même chose ici. Est-ce que le routeur R2 a une interface connectée directement à ce réseau-là? En effet, non. Pour que le routeur puisse atteindre ce réseau-là, ou bien le renvoyer des paquets, il est obligé de passer par d'autres routeurs. Par exemple, R2, pour atteindre ce réseau-là, il doit dans un premier temps envoyer le paquet à R1, et R1 va se charger de retransmettre le paquet jusqu'à destination. La même chose ici, R2 pour atteindre ce réseau-là, il doit dans un premier temps envoyer le paquet à R3, et R3 va retransmettre le paquet vers sa destination. Donc pour R2, ces deux réseaux-là sont dits quoi? Sont dits des réseaux distants. Ils sont présents dans sa table de routage comme étant des routes distantes. Donc une route distante veut dire que le routeur doit passer par un ou plusieurs autres routeurs pour atteindre ce réseau. Un ou plusieurs autres routeurs. Dans certains cas, je passe par un seul routeur, dans d'autres cas, je passe par plusieurs routeurs. C'est assez simple. Pour R1 par exemple, bien sûr, je pose la question, essayer de répondre donc en même temps. Il a combien de réseaux directement connectés? Effectivement, il a deux réseaux. Donc il a celui-là et celui-là. Puisqu'il a deux interfaces qui sont actives et configurées avec les adresses IP. Alors pour R1, pour atteindre ce réseau-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit passer par combien de routeurs? Voilà, il doit passer par deux routeurs. J'espère que votre réponse est correcte. Il doit passer dans un premier temps par R2, puis par R3, pour se rendre à ce réseau-là, qui représente pour lui un réseau 10 distant. Très bien. Maintenant, comment ces
ces types de réseaux, ou bien ces types de routes sont ajoutés dans la table de routage. Pour ce qui est des routes directement connectées, eh bien, ces routes ils sont ajoutées automatiquement par le routeur. Très exactement par le système d'exploitation qui est présent sur le routeur. Dans le cas de Cisco, c'est Cisco iOS. Très bien. Donc, Cisco iOS, automatiquement, il a une interface qui est active et qui est configurée avec une adresse IP. Encore une fois, que ce soit IPv4 ou IPv6. Il va ajouter le réseau auquel appartient cette interface dans la table de routage. Et cela se fait de manière automatique. Par contre, pour les routes distantes, le routeur n'a aucune capacité de les ajouter de manière automatique. Donc, pour ajouter ces routes dans la table de routage d'un routeur, les routes distantes bien sûr, il y a deux manières de faire. Soit que les routes soient ajoutées manuellement par un administrateur. Dans ce cas-là, on parle de route statique. Donc, c'est l'opération de routage statique. Toutes les routes sont ajoutées manuellement par l'administrateur, dans le cas de routage statique. L'autre manière de faire, c'est quoi? C'est d'adopter ce qu'on appelle le routage dynamique. Et les routes sont ajoutées de manière dynamique dans la table de routage. Donc, dans ce cas-là, les routes sont ajoutées sur la base de quoi? Sur la base d'un échange qui se fait entre les routeurs. Et cet échange, il est géré et administré par ce qu'on appelle des protocoles de routage. Donc, il y a des protocoles qui s'appellent des protocoles de routage qui assurent un échange entre les routeurs pour que chaque routeur puisse connaître les routes qui se trouvent de l'autre côté d'un routeur, qui se trouvent sur d'autres, donc de manière lointaine pour lui, d'accord, qui représentent pour lui des réseaux distants, d'accord. Donc il se base sur ce qu'on appelle un protocole de routage. Donc il y a énormément d'exemples de protocoles de routage. On peut citer le protocole RIP, le protocole UGRP, le protocole OSPF, le protocole IS-IS, et tous ces protocoles possèdent soi-disant une version pour IPv4, une autre pour IPv6, etc. Voilà, donc ça c'est une présentation des types de routes que l'on peut retrouver dans la table de routage. Alors bien sûr, la table de routage possède donc toute une série d'informations sur les routes. Mais on peut citer ces informations dans un premier temps, d'accord, pour simplifier la compréhension de la chose. On peut citer ces informations qui sont des informations indispensables. Donc pour chaque route, on va noter sa source. Ça veut dire comment il a été apprise par le routeur, comment le routeur a acquis cette route. Est-ce qu'il l'a acquis de manière automatique? Et dans ce cas-là, ça serait une route directement connectée. Est-ce qu'il a acquis la route par l'administrateur? Ça veut dire que l'administrateur a saisi la route manuellement. Dans ce cas-là, ça serait une route statique. Ou bien est-ce que la route a été ajoutée par un protocole de routage grâce à l'échange qui se fait entre les routeurs? Dans ce cas-là, on parle d'un routage dynamique, d'une route dynamique. Bien sûr, il y a le réseau de destination, ça veut dire l'adresse réseau, d'accord, dont on parle, avec sa longueur de préfixe. Il y a l'adresse du tronçon suivant. Donc, l'adresse tronçon suivant, il a une présence, il a une importance, surtout lorsqu'il s'agit de routes distantes. Et je vais y revenir dans des exemples tout à l'heure. Et finalement, il y a l'interface de sortie. Ça veut dire par quelle interface je vais transmettre les paquets que je vais envoyer à ces réseaux-là. Très bien. Revenons à notre TP. Essayons par exemple de mettre en place la table de routage de R1. Donc on va dire que pour le routeur R1, il a combien de réseaux directement connectés? On a parlé de ça. Donc il a 2 réseaux directement connectés. Il a un premier réseau lié à l'interface gigabit 0/0/0, un deuxième réseau qui est lié à l'interface serial 0/1/0. Mais bien sûr, on parle de réseau, ça veut dire ce qui doit être présent dans la table de routage, c'est surtout les adresses réseau. Donc le routeur,
sur la base de l'adresse IP configurée, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit calculer l'adresse réseau. Alors, je pense que on doit tous être capable de faire ça, mais je vais rappeler un petit peu la manière de faire. Et pour cela, j'ai préparé un petit programme Excel qui va nous aider dans, encore une fois, nos explications. Mais bien sûr, pour un technicien réseau, pour un administrateur réseau, il doit être capable de faire, si vous voulez, ces opérations de calcul à la main. Voilà. Donc, par exemple, ici, l'adresse IP, c'est quoi? C'est 172, pour GK00, c'est 172.16.1. D'accord? Avec une longueur de préfixe de /24 et un masque de sous-réseau de 255, 255, 255, 0. Alors, comment calculer l'adresse réseau? En effet, l'opération consiste à, dans un premier temps, je vais mettre, pardon, donc c'était 172, 16, 1, 1, c'est ça? Donc je vais mettre l'adresse IP en décimale, bien sûr. Là, j'obtiens bien sûr l'adresse IP en binaire. Bon, j'ai dit que je simplifie la chose, sinon il faut faire toutes ces opérations et calculer ces opérations à la main. Après, je vais mettre le masque sous réseau. Donc, j'avais un /24, ce qui équivaut à 255, 255, 255, 0. D'accord? Et bien sûr, j'obtiens l'adresse réseau. Comment j'obtiens l'adresse réseau? Généralement, je dois faire ce qu'on appelle un et logique, ou bien ce qu'on appelle aussi un et binaire. Voici les règles du et logique. Pour chaque bit, donc 0 et 0, ça donne 0. 0 et 1, c'est 0. 1 et 0, c'est 0. 1 et 1, c'est 1. D'accord? Vous voyez ici, donc 1 et 1, pardon, 1 et 1, c'est 1. 0 et 1, c'est 0. 1 et 1, c'est 1. 0 et 1, 0. 1 et 1, 1. 1 et 1, 1. 0 et 1, 0. 0 et 1, 0. Etc. Je fais toutes les opérations. J'obtiens le résultat comme étant, ça c'est l'adresse réseau auquel appartient cette adresse IP. Donc en revenant ici, donc je vais dire que mon routeur R1, il a une première adresse, une première route, et cette route, elle est directement connectée. Donc pour simplifier la chose, on va dire qu'on va mettre un C, comme quoi elle est directement connectée. Je vais mettre l'adresse réseau qui est 172.16.1.0 et je vais mettre le préfixe qui est un /24. D'accord? Qu'est-ce qui manque comme information dans cette table de routage? C'est l'adresse tronçon suivant, mais l'adresse tronçon suivant, c'est une information qui a toute sa valeur lorsqu'il s'agit d'une route distance, alors que là, c'est un réseau directement connecté. Donc, je ne vais pas la mentionner. Et puis, qu'est-ce qui reste à voir? C'est, bien sûr, je vais mettre un petit espace ici pour mentionner comme quoi on n'a pas mis donc l'adresse tronçon suivant. Ce qui reste à voir, c'est quoi? C'est l'interface de sortie. Donc, c'est quoi? C'est GEGA 0/0/0. D'accord? Voilà. Je ne sais pas, est-ce que ça serait une bonne idée d'utiliser le TSL pour la tableau. Sinon, on va revenir à Note. Très bien. Voilà. On va faire la même chose maintenant parce que pour R1, il y a une deuxième route qui est directement connectée. Donc c'est une route qui est directement connectée. Donc, on va mettre C. Il faut calculer l'adresse réseau. Donc, on a 172.16.3.1, un /30. Très bien. On vient initialiser ça.
Très bien. Donc 172, 16, 3, 1, c'est ça? Le masque, c'est quoi? C'est 255, 255, 255. Un slash 30, ça veut dire H, c'est 250. C'est normal, il faut calculer le nombre de bits. Donc un slash 30, ça veut dire il y aurait 8 bits, plus 8 ça fait 16, plus 8 ça fait 24, plus 6 ça fait 30. Donc un slash 30. Très bien. Voilà. Et c'est normal, d'accord? On va se retrouver avec une adresse réseau qui est égale à quoi? À 172, 16, 3, 0. Donc ça c'est le réseau, ou bien l'adresse réseau de l'interface. Je vais la mettre ici. 172, 16, 3, 0, 1 slash 30. N'est-ce pas? Et comme quoi il s'agit d'une route directement connectée, donc il n'y aurait pas d'adresse transport suivant, mais ça serait surtout l'interface de sortie qui est égale à quoi? À serial 0 slash 0 slash pardon 0 slash 1 slash 0. Très bien. Voilà. Donc ça c'est la table de routage de quoi? De R1. D'accord. Normalement. Jusque là il contient juste les réseaux directement connectés puisque ces réseaux là sont reconnus automatiquement par le routeur, sont reconnus automatiquement par le système d'exploitation. Dans le cas de Cisco, ça serait Cisco iOS. La même chose serait pour R2, d'accord? On va faire ça un peu plus rapidement, d'accord? Je vous laisse le soin de faire les calculs nécessaires. Donc, ça c'est pour R2. Donc, il y aurait donc un premier réseau directement connecté qui est 172 16 2 0 slash 24. Et l'interface de sortie, c'est quoi? C'est Giga 0 slash 0 slash 0. Bien sûr, je peux mettre G tout simplement, comme je peux mettre JI, comme je peux mettre tout le nom complet, gigabit, etc. Très bien. Puisque là, on travaille de manière conventionnelle. Il y a un deuxième réseau directement connecté. D'accord? Je vais prendre le serial 0 slash 1 slash 0, qui est 172, 16, 3, pardon, 3, 0, slash 30. Et l'interface de sortie, c'est serial 0 slash 1 slash 0. Là encore, je note juste un S pour le serial, comme je peux mettre SE ou tout autre chose. Très bien. Puisque R2 contient 3 réseaux directement connectés, je vais mettre aussi encore un troisième réseau directement connecté qui est 172 16 pardon, oups, c'est 192 168 10 et là il faut calculer le réseau, d'accord, c'est 10 4 slash 30. Et comme intervalle sortie, on a le serial 0 slash 1 slash 1. Voilà, ça c'est la table de routage de R2. On reprend notre présentation. Alors pour bien sûr accélérer un petit peu la présentation, j'ai complété la table de routage de R3. Jusque là, on a mentionné dans les tables de routage de chaque routage juste bien sûr les routes directement connectées. Maintenant, le routeur il est incapable de reconnaître les routes distantes. Donc, c'est sûr, il doit y avoir l'intervention de l'administrateur. Soit l'intervention de l'administrateur pour introduire manuellement toutes les routes, et dans ce cas-là, on va parler de routage statique, soit l'administrateur doit activer un protocole de routage et laisser le protocole de routage assurer l'échange des informations topologiques, des informations de routage entre les routeurs. Donc l'administrateur doit toujours être là présent pour le bon fonctionnement du routage et pour compléter l'étape de routage. Donc si on suppose que l'administrateur a préféré donc intégrer bien sûr toutes les routes de manière statique, d'accord? Donc pour R1, par exemple, il doit y avoir quoi? Il lui manque le réseau 172 16 2 0
qui est connecté, qui est le réseau local de R2, donc on va le mettre ici. Comme quoi, ça c'est une route statique, donc on va monter S. Donc le réseau c'est 172, le réseau manquant c'est 172 16 2 0 slash 24. Et maintenant, puisque ça c'est un réseau distant, la question c'est comment il va atteindre ce réseau-là. D'accord? Pour atteindre ce réseau-là, il doit passer par quelle interface du premier routeur qu'il rencontre dans son chemin. Donc, je m'explique. R1, pour aller vers ce réseau-là, il doit passer par R2. Quelle est la première interface qu'il va rencontrer quelle est la première interface de R2 qu'il va rencontrer lors de son chemin? Donc, bien sûr, c'est l'interface serial 0/1/0. Donc, l'adresse IP de cette interface est nommée quoi? Est nommée l'adresse du tronçon suivant pour ce réseau-là. Donc, pour R1, pour atteindre le réseau 172.16.2.0, il doit passer par l'adresse IP 172.16.3.2, qui est l'adresse IP de quoi? De l'interface serial 0/1/0, qui est la première interface rencontrée donc vers le réseau de destination. Donc c'est ce qu'on appelle l'adresse du tronçon suivant. Très bien. Et bien sûr, pour cette même route, il doit y avoir l'interface de sortie. Donc l'interface de sortie dans ce cas-là, c'est l'interface de sortie. Ça veut dire, pour aller vers ce routeur, qu'est-ce que je vais utiliser comme interface locale pour R1? Par où il va sortir? C'est l'interface de sortie. Donc il va utiliser l'interface serial 0/1/0. Donc souvenez-vous de ça. Pour l'interface de sortie, c'est toujours l'interface locale. Pour l'adresse tronçon suivant, c'est l'adresse IP de la première interface qu'on va rencontrer dans notre chemin. D'accord? Donc ici, c'est l'interface de sortie. Donc c'est quoi? C'est serial 0/1/0. Donc comment je dirais tout ça? C'est pas exactement. Essayez donc de minimiser ça. Très bien, ça marche. Donc je vais garder un petit peu les choses pour que ça reste visible. C'est bien. Voilà. Donc ça, c'est la table de routage de R1. Je continue avec un autre réseau. Pour R1, pour le routeur R1, comment il va atteindre ce réseau-là? Donc même s'il s'agit d'un réseau point à point, sur lequel il n'y a que deux interfaces, ou bien deux nœuds qui sont connectés, d'accord? Deux autres, si vous voulez, qui sont les interfaces de routeur. Mais quand même, c'est un réseau ajouté dans la table de routage de R1. Et c'est un réseau qui est distant. Donc on va l'ajouter, d'accord, de la manière suivante. On va dire que, puisqu'on s'est mis d'accord à ce que toutes les routes distantes soient ajoutées par l'administrateur, donc ce serait des routes statiques. Le réseau c'est 192.168.10.0. La longueur de préfixe c'est /30. L'adresse tronçon suivant c'est quoi? Donc je vous laisse répondre. En effet, c'est quoi? C'est l'adresse IP de la première interface rencontrée. Donc pour aller de R1 vers ce réseau-là, la première interface rencontrée c'est celle-là, qui est serial 0/1/0. Et son adresse IP, c'est quoi? C'est 172.16.3.2. Donc ça, c'est l'adresse du tronçon suivant pour aller vers ce réseau-là. Donc je vais noter ça. Donc 172.16.3.2. Et l'interface de sortie, c'est toujours quoi? C'est l'interface locale qui est serial 0/1/0. Plutôt S. Voilà. Vous voyez que jusque-là, on est en train d'alimenter la table de routage de R1. D'accord? Il reste à faire quoi? Ajouter ce dernier réseau, d'accord, qui est le réseau local de R3, à ajouter dans la table de routage de R1. Donc ça va demander quoi? Donc, je vous laisse penser à la solution, d'accord? Donc ça serait le réseau 192.168.1.0/24, n'est-ce pas? L'adresse tronçon suivant, c'est toujours la même, qui est 172.16.3.2. Et l'interface de sortie, c'est toujours la même, c'est serial 0/1/0. Voilà.
Et comme ça, j'ai une table de routage, soi-disant, complète de de R1. Je vais essayer de compléter les autres routes et on reprend. Voilà, donc comme vous voyez, je viens de compléter les différentes tables de routage. Donc, de manière à ce que chaque routeur il a pu reconnaître automatiquement les routes directement connectées, mais les routes distantes, ils doivent être soit ajoutés manuellement par l'administrateur, soit ajoutés grâce à des protocoles de routage, qui est encore une fois activé par l'administrateur et bien sûr sur le niveau, donc il y aura d'autres cours, d'autres présentations sur à la fois le routage statique et le routage dynamique. Donc, il nous reste un dernier point à traiter qui est comment est prise la décision de routage. Je vais laisser ça pour une autre présentation que vous aurez tout à l'heure.